je suis Caroline Goulard. J'ai créé 2 entreprises dans le domaine de la visualisation de données. Ça fait 10 ans que je travaille à créer des ponts entre les humains et les données. Et je suis heureuse d'être avec vous pour un nouvel épisode de The Bridge, le média d'Artefact qui démocratise la culture des données et de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on reçoit Médéric Chomel. Médéric, bonjour. Bonjour Caroline. Alors Médéric, tu travailles chez Orange France. Est-ce que je peux te laisser te présenter ? Donc Médéric Chomel, effectivement, je suis en charge de la data, de l'IA et de l'automatisation chez Orange France depuis 2 ans. Ça fait 10 ans que je suis chez Orange où j'ai fait plein de métiers. Au départ, j'étais ingénieur et puis je suis très vite tombé sur le pilotage de grandes transformations qui mêlent à la fois l'humain, le business et la technologie. Et ce qui me passionne, c'est moi aussi créer des ponts entre ces 3 domaines qu'on nous pose trop souvent dans nos entreprises. Et je pense qu'aujourd'hui, toutes les transformations font appel à ces trois briques. J'ai une particularité, c'est que j'ai travaillé dans plusieurs géographies chez Orange. J'ai commencé sur Orange France, et puis au Sénégal et en Jordanie. Donc c'est aussi les joies de ces grands groupes où on peut bouger à l'international, découvrir d'autres cultures, découvrir d'autres façons de faire, de travailler. Et donc qui enrichit beaucoup quand on revient sur d'autres géographies. Alors du coup, ça fait 10 ans que tu observes depuis ce poste-là les transformations liées aux données, liées au numérique. Tu l'as vu dans plusieurs régions du monde. Comment tu as observé ces transformations ? À quoi ça s'est vu ? Et puis peut-être où on en est aujourd'hui ? Les données ont toujours été au cœur des systèmes d'information, mais ont souvent été vues comme une couche de facilitation qu'il fallait gérer, mais qui était plutôt une contrainte. Et en fait, c'est assez récemment qu'au-delà de la contrainte, on s'est dit, ces données, on peut aussi en tirer de la valeur. Et donc, depuis quelques années, à travers les différentes phases qu'on a pu connaître, les fameux big data et puis maintenant les transformations plus intelligence artificielle, la question de la valorisation des données et de leur utilisation s'est vraiment posée. Alors effectivement, on a commencé quasiment tous, c'était mon cas quand j'étais au Sénégal en 2012, par se dire on va essayer de tout mettre au même endroit. Alors c'était la grande folie des data lakes, et donc on mettait un peu toutes les données comme ça en se disant si on les met toutes au même endroit, bon finalement on va pouvoir en faire de la valeur. Bon. On y a tous passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, un peu d'argent aussi, et finalement on n'a pas forcément réussi à toujours en tirer la bonne valeur. Et je pense que la grande différence qui se passe aujourd'hui, c'est que on en est vraiment à une étape où on en tire toute la valeur. Et qu'est-ce qui s'est passé vraiment de différenciant ? C'est une maturité technologique et opérationnelle qui nous permettent vraiment d'aller inclure dans tous nos processus métiers de la donnée, l'intelligence artificielle. Alors peut-être quelques exemples, mais qui reflètent ça. Il y a 10 ans, quand on pilotait je vais y arriver. Il y a 10 ans, quand on pilotait une activité de type installation client, les données étaient vues comme des lignes de facturation, des lignes de pilotage de prestataires, mais on n'avait pas forcément l'idée native de se dire je peux aller plus loin avec ces données pour aller les rapprocher de données clients, pour savoir tiens, quand je suis en retard pour aller livrer un client, il va m'appeler. Et donc, je peux prédire la façon dont le client va m'appeler pour éviter un appel en le traitant proactivement. Je peux aller également mieux piloter mes prestataires pour différencier la rapidité d'intervention en fonction de la sensibilité du client. Et on voit en fait que cette donnée, maintenant, on n'est plus juste là en se disant « je la mets, je verrai ce que j'en fais », mais plutôt « quelle est la problématique métier que je veux avoir, à laquelle je veux répondre ?» Et donc, la donnée, comment elle y contribue et comment elle m'aide à y répondre. Et le fait d'être un grand groupe comme Orange France, est-ce que c'est plutôt un frein ou est-ce que au contraire c'est plutôt un outil pour mieux tirer son épingle du jeu dans cette transformation ? Alors quand on a un grand groupe, le problème c'est l'équilibre entre le respect des grandes gouvernances d'entreprise et l'innovation et l'agilité pour être rapide à donner de la valeur. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel et ça a été beaucoup tiré par les évolutions des systèmes d'information, mais sur lequel l'agilité, dans toutes ses formes, qu'elle soit
les modèles Spotify, les modèles Safe, les modèles Large Scrum, bon, tous ces modèles-là, hein, c'est pas très important, mais on cherchait à contrebalancer voilà, ce besoin de respect des grandes pratiques et des grandes gouvernances d'entreprise et apporter vite de la valeur à nos clients. Alors typiquement sur la data et l'IA, c'est quelque chose que alors, nous chez Orange France on utilise énormément. Alors on est en modèle safe, hein, mais bon, n'importe quel modèle aurait apporté la même valeur. L'idée de pouvoir très vite impliquer le métier dans la bonne priorisation, d'être très rapidement en capacité de mettre quelque chose dans la main des utilisateurs pour tester la valeur et apprendre. Et ça, quand on a un groupe comme Orange, c'est quelque chose qui n'est pas natif. On avait toujours plein de raisons d'hésiter, de questionner, de refaire des business cases, etc. Et là, finalement, avec un modèle agile, on est capable de prendre plus de risques, d'essayer plus vite, et pourquoi pas d'échouer, mais aussi de réussir. Et donc aujourd'hui, on arrive à être sur des durées de quelques semaines, quelques mois, pour aller mettre quelque chose dans les mains d'un client, qu'il soit interne ou externe. Et alors ce modèle SAFE, pour ceux qui ne sont pas familiers, en quoi ça consiste? Alors le modèle SAFE, c'est un modèle d'agile coordonné à l'échelle. Donc qu'est-ce qu'on entend par l'agile coordonné à l'échelle? L'agile unitaire est assez simple à comprendre. C'est je gère un produit. Alors mon produit, c'est une application, c'est un site web. Et là, je m'organise en mode agile. Donc là, je vais avoir des modèles de Scrum, de gestion de tâches qui vont faire que pendant une période donnée, un sprint, je vais délivrer un incrément de valeur. C'est facile quand on est une équipe, ce qu'on appelle une pizza team, une équipe de 8 personnes. Là, on sait se gérer. Le problème, c'est quand on fait 5, 10, 100 de ces équipes et qu'on doit les coordonner. Et donc, c'est là où on a besoin d'un modèle supplémentaire pour les coordonner, voilà, et passer à l'échelle. Et donc, c'est là où nous, on utilise le modèle SAFE, qui est un framework qui permet de définir les règles de gestion et de gouvernance pour s'assurer que toutes ces équipes vont dans le même sens. Et donc, on va parler d'équipes qui vont dans des trains, voire des grands trains qu'on appelle des large solutions. Voilà, bon, toute une terminologie. Mais in fine, c'est vraiment s'assurer qu'on va tous dans la même direction, qui est maximiser la valeur apportée aux clients. Et du coup, comment on traduit cette transformation à tous les étages de l'organisation? Comment on diffuse ça à tous les collaborateurs? Alors, effectivement, le premier grand sujet, c'est probablement l'acculturation. C'est-à-dire aujourd'hui, le sujet des données et de l'IA, et pas seulement dans le monde de l'entreprise, est un sujet mal connu et mal compris. Malheureusement, aujourd'hui, dès qu'un article sort dans la presse sur l'IA, ça va être « est-ce que l'IA va remplacer mon travail ?» Est-ce que l'IA va tous nous manger demain et est-ce que la voiture autonome va écraser tout le monde dans la rue? Pour avoir une discussion sereine et dépassionnée sur l'IA, il faut vraiment passer par cette étape d'acculturation. Nous, on a vraiment cette conviction que nous devons acculturer le plus largement. Je pense que cette conviction-là, elle devrait être bien plus large d'ailleurs dans nos écoles, en grand public, d'être plus proactif sur expliquer ce que c'est ou ce que n'est pas. Et au-delà d'avoir acculturé massivement, il faut aussi accompagner concrètement les gens qui vont travailler avec l'IA. Donc nous, par exemple, quand un manager va être confronté à un cas d'usage sur l'IA, on conseille fortement des formations de 2 jours sur lesquelles, là, il va être mis en situation de comprendre ce qu'est l'IA, comment on fait un cas d'usage d'IA, comment on accompagne les transformations technologiques, les transformations de métiers, quels sont les risques associés, et donc beaucoup de conseils qui vont l'aider derrière dans la mise en œuvre. Et puis, dernier point, on a mis en place des rôles spécifiques dans l'entreprise de personnes qui vont être des partenaires tout au long de cette utilisation de la data au quotidien pour accompagner, réassurer, former, donner les ressources, puisqu'effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Bien sûr, j'imagine que tous les métiers sont un peu bouleversés, mais est-ce qu'il y a des métiers qui sont quand même plus concernés que d'autres? Alors, je pense que les métiers les plus concernés sont fondamentalement les métiers qui sont face aux clients. Pourquoi? Parce que une grande majorité de nos cas d'usage a vocation à améliorer la relation qu'on a avec nos clients. Bon. Et donc, typiquement, je vais prendre quelques exemples, mais
aujourd'hui, dans nos boutiques, dans les boutiques Orange, dans le CRM, hein, donc l'interface du vendeur pour voir la fiche du client, nous poussons des recommandations qui sont issues d'un travail de l'IA. Donc, c'est l'IA qui, pour certains clients, va recommander des produits et des services que l'on pense être pertinents pour ce client. Et bien là, le conseiller en boutique est directement confronté à cette recommandation de l'IA. Comment on accompagne la transformation d'un métier de vendeur qui, par nature, avait pour vocation lui-même de comprendre le client pour savoir quoi lui proposer, avec l'assistance de l'IA qui vient lui dire quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui n'est pas du tout naturel, puisque un conseiller, son habitude, c'est je rencontre un client, j'ai une discussion avec lui, et à travers cette discussion et cette découverte de mon client, je vais découvrir ce qui est le plus pertinent. Et là, on vient lui dire, en plus, en fait, sache que nous, il y a une IA, là, il y a un petit truc, qui a regardé toutes les données des clients et qui fait des choses que toi, tu ne peux pas faire en direct avec lui, c'est-à-dire cruncher plein de données. Ça, tu vas pas t'amuser à prendre 150 factures du client pour comparer ses factures, mais lui, il va le faire beaucoup plus vite à échelle et il va te donner l'assistance pour toi. Tu le prends, tu ne le prends pas, c'est ta décision, mais sache que tu as cette assistance à la vente. Une transformation comme ça, chez nous, ça a pris 7 mois. 7 mois où on part sur 8 boutiques, puis 35 boutiques et maintenant 600 boutiques. C'est 8 mois où on mesure en permanence l'acceptation par les conseillers, on change, on adapte les discours, les formations et on accompagne à l'échelle des milliers de vendeurs qui sont confrontés, qui utilisent ça aujourd'hui. Donc tous ces métiers vraiment en proximité du client sont très impactés par l'IA. De la même façon, un autre métier très très impacté, c'est les gens qui vont chez les clients pour installer des produits et des services. Et bien là, on va utiliser aussi beaucoup d'assistance liée à l'IA pour les aider à mieux faire leur travail. Donc, on a déjà mis aujourd'hui en production des cas d'usage où on va faire de la reconnaissance visuelle de photos avant-après chaque intervention pour lui dire « c'est bon, là, tu n'as rien oublié » ou alors « attention, tu es obligé de rebrancher ce fil », ce qui nécessiterait qu'il revienne. Donc, tout ça, ça a vraiment aidé le geste métier. Ça, pareil, beaucoup d'accompagnement. Donc voilà, tous les métiers vraiment en proximité du client sont très très impactés par l'IA aujourd'hui. Tu as dit tout à l'heure en parlant de la personne du vendeur, tu prends pas cette recommandation de l'IA. C'est vrai, c'est vraiment la décision à la fin, elle est vraiment dans les mains du métier, ou ils ont des incitatifs peut-être à quand même suivre les recommandations de l'IA, ou est-ce que eux se rendent compte de s'ils les suivent pas, quel va être le résultat pour eux? Alors, premier niveau de réponse, notre conviction chez Orange, c'est que le dernier mot est à l'humain. Et si on veut avoir la confiance de nos collaborateurs et de nos clients, c'est essentiel. Et donc, et c'est un engagement que nous avons pris formellement chez Orange France, qui est, voilà, le dernier mot est toujours à l'humain et pas à la machine. Au-delà de ça, c'est dans notre intérêt collectif et commun d'avoir une recommandation pertinente. Et donc, typiquement pour un vendeur, son objectif, c'est de vendre le plus. Et donc, on n'a pas besoin de le forcer à l'utiliser, puisque si lui voit que ça va augmenter sa part variable à la fin du mois, eh ben, il va le faire naturellement. Et donc, on va beaucoup plus jouer sur la carotte que sur le bâton, c'est-à-dire qu'on va essayer de rendre le plus possible l'IA pertinente et utile à l'humain pour qu'il l'utilise, mais on ne sera jamais dans... voilà, on ne forcera pas, on ne contraindra pas, on ne mettra pas de pénalité si ce n'est pas utilisé, puisque ça ne rentre pas dans nos convictions. Et les clients, justement, est-ce que eux, ils comprennent ces logiques où leurs données sont utilisées avec des recommandations qui viennent d'intelligence artificielle? Est-ce que ça leur fait bizarre quand on leur donne une recommandation basée sur leur historique, ou comment ça se passe? Comment ils comprennent ces logiques-là? Alors, c'est une très bonne question. Quand on va en boutique, en fait, très souvent maintenant, les vendeurs montrent leur écran aux clients. D'accord? Et donc, moi, j'étais persuadé que quand le client allait voir une recommandation 10 heures, par exemple, on propose l'option 10 heures à nos clients. Moi, je me suis dit, mais si les clients voient ça, ils vont tout de suite se dire, mais vous m'espionnez, comment vous savez ça? Bon, en fait, paradoxalement, quasiment pas. Quelques vendeurs m'ont posé la question sur les milliers, et on n'a encore aucun client qui nous a posé la question.
Ceci étant dit, je pense que le niveau de maturité et de compréhension va changer et que le niveau de questionnement va changer. Et là-dessus, on est vraiment sur, pour moi, on va dire la RGPD 2.0, puisqu'on a beaucoup vu la protection des données par certaines règles très contraignantes, mais au final pas toujours extrêmement utiles et comprises du client final, à quelque chose qui doit être utile et compréhensible de l'utilisateur. Et on voit beaucoup de démarches, on en a, beaucoup d'entreprises, je pense à Decathlon aussi qui est très proactif sur le sujet, d'essayer de communiquer et de montrer aux clients quelles données on utilise, pourquoi faire. Mais ça demande un effort. Moi, un des chiffres importants, par exemple, qui montre pour moi les limites de la RGPD, c'est le consentement. On est tous aujourd'hui, quand on va sur Internet, OK ou pas OK pour continuer. Aujourd'hui, le monde se scinde en deux. Les gens qui cliquent OK sur tout, 75% des gens. Les gens qui cliquent OK pour rien, 25%, 24%. Et 1% des gens qui vont aller paramétrer ça je veux bien, ça je ne veux pas. On voit bien que ce 1%, il est malsain. Il devrait être beaucoup plus large. Puisque finalement, accepter que pour que le site soit meilleur, que pour que, en fait, vous me poussiez des recommandations personnalisées, j'accepte les cookies ou autres formes d'opt-in, c'est compréhensible. Dire, en fait, je ne veux pas que vous utilisiez mes données pour les vendre à une tierce partie, pour que TikTok fasse plus d'argent quand ils vendent la pub, là, voilà. Mais aujourd'hui, on démoyenne pas. On met tout dans le même sachet. Donc je pense que l'avenir, il est là. Il est vraiment que les gens aient le niveau de compréhension et d'acculturation nécessaire pour aller mettre l'effort de dire ça je veux bien, ça je ne veux pas. On a fait un bon panorama des dernières transitions. Sur quoi vous travaillez en ce moment? C'est quoi vos enjeux du moment? Je pense qu'un des grands enjeux maintenant de l'intelligence artificielle, c'est la démocratisation. En fait, beaucoup d'entreprises, nous sommes tous passés par une phase, beaucoup de centralisation, d'équipes assez expertes qui allaient faire des grands cas d'usage très transformants, comme ceux que je vous ai cités là, hein, qui nécessitent vraiment des équipes très expertes, très formées, très outillées, très accompagnées, mais qui finalement voilà, touchent beaucoup de métiers, mais sont très très centralisés, à finalement une approche beaucoup plus as a service, beaucoup plus, on va dire, démocratisée, mass market de l'IA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, potentiellement, quelqu'un dans le métier qui a un besoin spécifique pourra utiliser l'IA sur étagère tout seul. Un exemple simple, hein, je gère un immeuble chez Orange, parce que chez Orange, on a pas mal d'immeubles, etc. Je reçois des factures de EDF, Enedis, Veolia, etc. Je veux vérifier la pertinence de ces factures, mais j'en ai beaucoup parce que j'ai plein d'immeubles. Et ben, demain, je fais mon petit IA où je mets mes documents, je dis trie-moi les factures qui te semblent justes, pas justes, trie-moi par date ces factures, et finalement fais-moi des consolidations pour que je comprenne les trends. Donc toutes ces questions-là où aujourd'hui en fait on dépend d'équipes centrales, d'équipes dédiées, ben, je peux être autonome pour le faire parce que j'ai le bon niveau d'acculturation, de formation, j'ai les bons outils, et puis ben, les données ont été assez préparées et documentées pour que je puisse les trouver facilement. Donc, la formation, avoir les bons outils, et puis pouvoir accéder aux données. Et c'est là où j'imagine il y a des sujets de gouvernance qui se posent. Tout à fait, oui. Parce que finalement, dire aujourd'hui, je fais le Amazon de la donnée, où quelqu'un met un terme de recherche et je lui trouve la bonne donnée, nécessite derrière d'être sûr que j'ai bien documenté, référencé, catalogué mes données. Typiquement, quand chez Orange, vous cherchez aujourd'hui une donnée de type identité client, bah, chaque client a plein d'identités qui sont présentes dans plein de tables de données. Si j'ai pas fait cet effort d'avoir dit en fait l'identité du client, le référentiel, le bon référentiel c'est celui-là et c'est cette donnée qu'il faut remonter dans mon outil de recherche, bah, l'outil de recherche sera pas utilisé puisque personne ne s'y retrouvera. Et donc c'est tout ce travail de fond, de documentation, de gouvernance de la donnée que voilà, je pense qu'on est tous en train de faire aujourd'hui. Donc par rapport à ce que je disais au début sur l'approche big data, je mets tout dedans et un jour on s'en sortira.
Là, on a une approche totalement différente. C'est-à-dire qu'on va regarder de quoi nos utilisateurs finaux ont besoin et on va tirer tout le trait jusqu'au système d'information qu'il a produit pour être sûr que de bout en bout, ça fasse sens, que ce soit bien monitoré, supervisé, de qualité et que, in fine, quand je cherche identité client dans mon moteur de recherche, eh bien, j'ai une donnée qui soit propre, documentée, encore une fois, accessible et tout. Donc vraiment, cet aspect de gouvernance de la donnée, il n'a jamais été aussi prégnant. Je pense qu'on investit tous énormément de temps, d'efforts et d'argent dans ce sujet depuis des années. J'espère que dans les prochains mois, années, on en verra le bout. Je pense qu'une des dernières transformations qu'il nous reste à passer sur ce sujet, c'est finalement dans un monde de plus en plus SaaS sur les SI qu'on utilise, et donc de plus en plus standardisé sur nos SI sources, et ben de remonter la standardisation des modèles de données dans les SI sources. Sans vouloir être trop technique, l'idée étant de se dire, on passe tous beaucoup trop de temps à transformer de la donnée pour en faire quelque chose qui fait sens. Et finalement, pourquoi on le fait tous individuellement, alors qu'on pourrait remonter ça dans les SI qui produisent des données de type outils de facturation, outils CRM, et d'avoir des modèles de données très standardisés qui permettront à tout le monde de gagner énormément de temps. Ça m'intéresse beaucoup cette histoire de gouvernance des données parce que dans une grande organisation, j'imagine que c'est très compliqué d'empêcher une entité, un département de dire voilà, moi j'ai cet indicateur-là, je l'appelle comme ça fait des années qu'on le fait comme ça, et donc pour nous c'est plus pratique d'utiliser ça. Et puis un autre côté, une autre entité qui va définir le même indicateur mais avec une petite variation dans la formule, dans la façon dont on fait l'arrondi, et qui va appeler ça différemment, alors que au final ces deux entités-là devraient utiliser la même chose. Et donc du coup, qui décide? Qui est l'arbitre final? C'est tout l'enjeu d'un modèle démocratisé. C'est-à-dire que comment je rends à la fois la donnée la plus décentralisée possible dans sa gestion et sa définition et son accès, tout en évitant la multiplicité des sources et des vérités. Bon. Là-dessus, on a plusieurs éléments aujourd'hui qui nous permettent d'y arriver. Le premier, c'est qu'on a tous maintenant de plus en plus unifié nos plateformes de gestion de données. Qu'elles soient sur du cloud privé ou du cloud public, finalement, d'avoir une seule plateforme, ça nous fait gagner énormément de temps. Puisque ce que tu décris était très lié aussi à j'ai mon gisement, je le sers de la façon que je veux. Si maintenant la donnée elle est au même endroit pour tout le monde, finalement cette liberté-là existe beaucoup moins. Donc l'unicité des data platforms, par sa nature, permet ça. Et donc au-delà de la data platform unifiée, ce qui est important aussi, c'est d'avoir une gouvernance fédérée très forte. Et ça, c'est quelque chose qui est assez contre nature, mais qui s'explique assez bien au métier. C'est-à-dire, je te donne une liberté très forte d'accès à la donnée. Par contre, je t'impose a posteriori ou a priori des règles de gestion très fortes. Exemple concret. Encore une fois, par exemple, pour la RGPD, on a des règles de compliance où on doit vérifier que si quelqu'un veut accéder à une donnée, c'est pour une finalité qui est cohérente avec cette donnée. Typiquement, si je veux améliorer le service que tu reçois sur la fibre, je n'ai absolument pas besoin d'avoir les données sur le mobile. Bon, typiquement, ça, c'est des règles de compliance. Donc, tu ne peux pas demander un accès à la donnée mobile si c'est pour travailler sur la fibre. Aujourd'hui, ce qu'on fait d'un point de vue de gouvernance fédérée, c'est qu'on oblige, quand quelqu'un te demande l'accès à la donnée, de remplir un petit formulaire qui est de dire « j'ai besoin de cette donnée pour faire ça ». Et là, nous, on fait confiance a priori, c'est-à-dire qu'on dit « ok, tu as créé cette donnée, donc on te crée cette table de données, cet environnement de travail dans lequel tu vas retrouver les données, tu vas pouvoir travailler ». Donc là, on fait confiance a priori. Par contre, on a des audits derrière. Et on va vérifier qu'effectivement, tu respectes bien ce qui a été écrit sur le dictionnaire. Et donc voilà, cette gouvernance qui est j'impose des règles sur lesquelles je fais des vérifications, mais je libère l'usage. C'est vraiment cette logique d'équilibre qui permet de renouer la confiance dans un usage in fine par l'utilisateur, la facilité d'utilisation, mais un contrôle et une imposition de règles. Ça doit se traduire par des nouveaux métiers peut-être. Il y a bien une dimension humaine qui est chargée de faire respecter ces règles, de les créer. Alors il y a plusieurs métiers qui d'ailleurs ont
plein de codifications différentes suivant les entreprises. Alors, bon, la data gouvernance, elle se comprend assez bien. C'est vraiment un peu cette tour de contrôle qui définit les règles au global, mais qui sont vraiment des règles d'entreprise validées au plus haut niveau. Donc nous, par exemple, les droits d'accès aux données et certaines règles de gestion de données sont vraiment validées au plus haut niveau de l'entreprise, puisqu'on considère que ça engage la responsabilité de l'entreprise et c'est essentiel. Derrière ça, comment accompagner des métiers pour qui ça peut être un petit peu abscon, ces règles. Bon. Et donc là-dessus, on a vraiment aujourd'hui une organisation à la fois de gens qui gèrent des domaines de données, ou des data owners, ou des domaines owners, encore une fois, plusieurs terminologies sur l'entreprise, mais on a tous cette logique de gens qui sont vraiment des propriétaires d'un domaine de données, c'est-à-dire que vraiment ils s'en sentent responsabilisés pour savoir où est-ce que je mets mes investissements pour la mettre en qualité, finalement quel est mon patrimoine clé, mes golden data dans ce domaine-là, s'il y a un débat sur le KPI, il doit être fait comme ça ou comme ça, c'est moi qui instruis le sujet, qui prend la décision. Et donc ces domaine owners-là, eux, ils ont une vision sur leur périmètre de données. Et donc finalement, moi, métier, si j'ai une question sur ce domaine-là, je sais que je peux aller vers toi pour te demander ça. Et puis il y a, dans l'autre sens, je fais partie d'un métier, j'ai plein de domaines, je vais pas avoir à faire le tour de tous les domaines, parce que sinon ça me prendrait trop de temps. Et j'ai besoin de gens en proximité qui, eux, sont plutôt capables de m'orienter sur ça. Et donc là, c'est plutôt des référents data, des partenaires data, encore une fois, plein de noms, qui vont être proches des métiers pour pouvoir les guider dans ce monde-là. Et puis encore une fois, beaucoup de formations, de matériel disponible pour accompagner les gens au quotidien. Je comprends les gains que ça amène, cette gouvernance, pour le respect RGPD, pour avoir au final une meilleure organisation des données et une meilleure confiance dans les données qu'on utilise. Mais si on cherche un peu, est-ce que ça freine pas un peu la créativité, l'innovation? Si je peux pas bidouiller un peu, j'ai une idée super, je peux pas la tester rapidement, est-ce que ça, c'est un vrai problème? Alors justement, c'est sur l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, c'est pour ça qu'on a pris le parti de faire confiance a priori et de se mettre en contrôle a posteriori. Donc du coup, on évite à la personne qui demande la donnée d'attendre qu'un comité Théodule se soit réuni pour dire c'est bon, c'est pas bon. Donc on est vraiment sur des processus de plus en plus agiles et rapides. Et donc justement, un des exemples concrets qu'on a sur cet aspect d'innovation, c'était ces fameux data labs d'expérimentation. Donc, je pense qu'on a tous connu ça quand nos processus d'accès à données étaient un peu compliqués. Qu'est-ce que faisait notre data scientist qui était assez malin? Il se créait en fait des data labs dans lesquels il mettait toutes les données. Il mettait une intention, ou en tout cas une finalité assez vague pour que ça couvre à peu près tout. Et puis, c'était un data lab d'exploration. Mais finalement, ces data labs ont duré pendant des années, ont quasiment connu des cas d'usage en production dessus. Et bon, c'était la façon dont le système s'accommodait finalement de règles compliquées et de besoins d'innovation. Et donc aujourd'hui, finalement, avec des règles beaucoup plus simples et beaucoup plus rapides, on est en train d'essayer de démonter ces logiques de data lab exploratoire, ou en tout cas de les restreindre vraiment à une temporalité courte. Je veux essayer quelque chose de façon rapide et agile. Et après, une fois que j'ai fini, je le détruis et je le passe en production. Alors, je sais pas, je le détruis, je le passe en production, mais en tout cas, je migre vers la production. Et finalement, cette capacité d'innovation, elle est encore une fois permise par ces plateformes modernes et une gouvernance fédérée forte qui permet d'aller vite de l'idée, le test, la mise en production, la supervision. Et sur la formation, on a vu, c'était un des leviers importants. Comment on arrive à former des métiers aussi différents qui vont du vendeur, technicien, manager, dans une organisation aussi grande? Quelles sont un peu les recettes qui marchent bien? Qu'est-ce qui a bien marché chez vous? Déjà, c'est vrai qu'on a une approche très en entonnoir, on va dire. Donc, on a effectivement quand même un module de base qui est finalement, qui pourrait être le même que pour le grand public, qui est 1 heure de découverte, vraiment des notions de base. Et puis après, on va avoir, suivant le niveau d'application, de maturité et de connaissance, finalement des modules de plus en plus longs, complexes et spécialisés pour y arriver.
avec jusqu'à la fin des formations certifiantes pour nos experts. On a également des filières spécialisées pour les managers et les exécutifs, puisqu'effectivement, c'est des populations qui sont amenées à beaucoup travailler sur le sujet, mais qui elles aussi ont besoin de formations un peu plus dédiées, sur lesquelles on va avoir des formations d'une journée, d'une demi-journée. On va venir encore une fois beaucoup montrer des exemples concrets, puisque c'est vraiment dans le retour d'expérience qui marche le plus. Et puis finalement, pour les différents métiers, on va plutôt arriver sur des acculturations basées sur des cas d'usage qu'on connaît et qui leur parlent plutôt que des formations théoriques. C'est-à-dire que là, on va arriver beaucoup de communication à travers des calls managériaux habituels, des réunions, des séminaires déjà habituels, dans lesquels on va venir présenter des cas d'usage qui les concernent pour pouvoir hausser le niveau de l'eau. Et d'expérience, c'est vraiment ce qui démystifie le plus le sujet. Puisque finalement, aller dire l'IA, c'est important pour demain, alors que on a aidé ton voisin en faisant ça, et demain, comment ça peut t'aider? Ah bah là, tout de suite, c'est beaucoup plus pertinent. Et donc, on utilise beaucoup ce genre de mécanisme. Et alors demain, justement, comment vous voyez l'évolution de ce domaine dans les 3, 4, 5 années à venir? Alors, je pense que les grandes problématiques des prochaines années, ça va être le point que j'ai déjà abordé sur vraiment cette démocratisation. Je pense qu'on est tous confrontés à ça. On est tous passés par ces centres d'excellence, ces équipes un peu centralisées. Et maintenant, voilà, comment, à l'instar des digital natives, même les entreprises plus legacy, comme on peut l'être, deviennent IA by design dans tous leurs projets. Et ça, on n'y est pas encore. On a tous commencé cette transformation, mais il reste du chemin à parcourir. Et donc, dans 4-5 ans, on y sera encore. Et je pense malheureusement que pour ceux qui n'auront pas commencé ou assez avancé dans ce chemin-là, je pense que ce sera très, très difficile. Je pense que le deuxième sujet, ça va être de continuer à réassurer les clients et les collaborateurs sur, encore une fois, qu'est-ce qu'on fait des données, qu'est-ce qu'on fait de l'IA, comment ça marche avec vous et comment ça marche pas contre vous ou sans vous, mais avec vous. Et là-dessus, encore une fois, beaucoup d'acculturation, de formation, d'exemples concrets. Et je pense qu'un des troisièmes enjeux qui vont arriver dans ces prochaines années, notamment drivés par la régulation, c'est l'équivalent de la RGPD pour l'IA. C'est-à-dire comment on s'assure que nos entreprises, nos systèmes d'IA on peut leur faire confiance, si je fais simple. Et donc là-dessus, c'est tous les travaux de la Commission européenne autour de l'AI Act, qui devrait arriver en 2025, et qui vont profondément changer la façon dont on fait l'IA. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus focalisé, par exemple, sur la valeur, la performance de l'algorithme, pure, dans l'absolu. C'est vraiment le KPI qu'on regarde tous. Quel est le livre que j'obtiens, l'AUC, le ROC, tout ce qu'on a, plein de métriques. Mais on regarde assez peu, par exemple, la dérive de nos algorithmes en fonction de perturbations en données d'entrée. Donc, est-ce que c'est stable, pas stable? Imaginons, sur l'exemple que j'ai pris de recommandation en boutique, si on voit une grosse perturbation sur une source de données qui a un problème de qualité d'un coup, imaginons que notre système, du coup, devienne fou, notre IA ne marche plus du tout, et on recommande n'importe quoi à nos clients, des choses qui ne sont plus du tout pertinentes. Là, du coup, le vendeur va se retrouver face à ça, et c'est quelque chose, face à des recommandations qui ne sont plus pertinentes, qui sont complètement absurdes pour le client. Et ça, si on l'a pas anticipé, si on ne monitore pas la performance et la stabilité de nos algorithmes, on ne saura pas le faire. Donc vraiment, voilà, derrière l'IA éthique et responsable et l'IA de confiance, il y a beaucoup d'activités qu'on ne mène pas assez aujourd'hui, qu'il va falloir qu'on mène beaucoup plus demain. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé, qui te tient à cœur, quelque chose à ajouter? Peut-être sur l'IA de confiance, là je viens de parler de la stabilité et de la robustesse, mais je pense que nos entreprises, aujourd'hui, en tout cas les entreprises qui font de l'IA réellement dans leur quotidien, doivent se prendre en main sur cette logique d'IA éthique et responsable. Puisqu'encore une fois, la régulation va arriver dans quelques années et je pense qu'elle couvrira pas tout et notamment elle ne dira pas comment faire. Et aujourd'hui, je pense que c'est plus un problème théorique, c'est plus un problème de recherche, c'est un problème de pratique.
c'est comment on accompagne nos product owners, nos data scientists, nos data ingénieurs pour penser à chaque étape du développement leur système d'IA comme étant un système IA de confiance. L'exemple typique et connu de tous, c'est par exemple la gestion des biais. Mais comment une équipe projet qui doit faire un algorithme, par exemple de recommandation client, encore une fois, cet exemple est assez simple, pense dès le départ de se dire quelles sont les populations que je veux protéger, quels sont les biais que je ne veux pas reproduire, quels sont les biais que je veux complètement annuler, quels sont les biais que je dois monitorer par la suite pour être sûr que, par exemple, je pousse bien des bouquets sport à des femmes qui veulent regarder des bouquets sport. Parce que si on ne le fait pas, nos algorithmes, par nature, vont avoir tendance à écraser certaines populations dans leurs recommandations. Et ça, c'est de la pratique, c'est vraiment des méthodologies qu'il faut qu'on implémente beaucoup plus. Et ça va vraiment être quelque chose sur lequel on doit travailler dans les prochaines années. Pour terminer, est-ce que tu aurais une recommandation pour ceux d'entre nous qui veulent aller plus loin dans ces thématiques, une lecture, une conférence Alors moi, j'aime bien quand j'ai 1 heure ou 2 que j'arrive à libérer dans mon agenda, c'est surtout aller sur des formations en e-learning. Alors moi, j'aime beaucoup Coursera parce qu'ils ont des logiques de projet guidé dans lequel on peut, en même temps qu'un instructeur, refaire du pas à pas sur apprendre le SQL. Donc j'ai réappris le SQL cet été, ou apprendre à faire un peu de langage naturel ou certains types de modèles. Je pense qu'une heure investie là-dedans est très très rentable. Médéric, merci beaucoup. Merci à toi, Caroline. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de The Bridge.